Au début des années 2010, dans les concessions françaises, quelque chose disparut sans que presque personne ne le remarque. Sur les fiches techniques, le petit moteur atmosphérique qui équipait les Peugeot et les Citroën d'entrée de gamme laissa la place à un 3 cylindres turbo. Un bloc présent sous des millions de capots depuis 1986 s'effaçait discrètement, ligne par ligne. C'était le moteur TU. Il avait fait rouler la 205, la 106, la X, la ZX, la 306, la Saxo, la 206. Il avait porté toute une génération de voitures françaises ordinaires. Dans les garages de quartier, les mécaniciens le connaissaient les yeux fermés. Au comptoir de pièces, on le commandait sans même vérifier la référence. Le moteur fonctionnait encore. Ce que la France attendait d'un petit moteur, lui, avait changé. Mais la véritable histoire du TU n'est pas seulement celle de son retrait silencieux, c'est celle d'une génération entière qui a roulé avec un moteur volontairement simple, robuste et réparable, jusqu'au jour où la simplicité, en France, cessa de suffire. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des moteurs français, des usines et des ateliers qui ont un jour appris au pays comment pouvait sonner la puissance et ce qui s'est passé lorsque le marché a avancé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous, car celle-ci ne commence pas en 1986, mais avec un problème que Peugeot devait résoudre au tout début des années 1980. Au début des années 1980, Peugeot avait un problème que le grand public ne voyait pas, mais que chaque comptable de l'entreprise connaissait par cœur. Le petit moteur qui équipait ces voitures populaires vieillissait. Ce moteur, on l'appelait le moteur X. Bloc moteur, la structure principale qui contient les cylindres, en aluminium, il avait été conçu au début des années 1970 pour la Peugeot 104, l'une des plus petites berlines françaises de son temps. Son architecture était audacieuse. La boîte de vitesse était logée directement sous le moteur, dans le carter étant la partie basse qui contient l'huile. Le moteur était incliné, presque couché, pour tenir dans des compartiments minuscules. C'était une solution élégante, c'était aussi une solution vieillissante. Car cette architecture si compacte était devenue un piège. Elle compliquait l'entretien, elle limitait les évolutions. Et surtout, l'aluminium coûtait cher à produire à une époque où chaque franc comptait. Les sources disponibles suggèrent que Peugeot cherchait alors un moteur plus simple à fabriquer, plus facile à réparer et surtout moins coûteux à produire en très grande série. Il faut comprendre le contexte français. Au début des années 1980, la voiture populaire n'était pas un luxe, c'était un outil. Un ouvrier de Sochaux, un agriculteur de province, un jeune couple de banlieue, tous avaient dit besoin d'une voiture qui démarre chaque matin, qui consomme peu et qui ne ruine pas son propriétaire au premier passage au garage. Le moteur X avait rempli cette mission pendant plus de 10 ans. Mais il appartenait déjà à une autre époque. Peugeot le savait. Il fallait un successeur, non pas plus spectaculaire, mais plus intelligent industriellement. Pour saisir l'enjeu, il faut regarder le paysage. À cette époque, la France construisait des voitures pour un marché immense de conducteurs modestes. La Renault 5, la Citroën Visa, la Talbot Samba se disputaient chaque foyer. Le prix comptait, la consommation comptait. Le coût d'entretien comptait peut-être plus encore. Un moteur pouvait être brillant sur le papier et ruiner une gamme si sa réparation exigeait un spécialiste, un outillage rare ou des pièces introuvables. Le vieux moteur X, avec sa boîte logée dans le carter, appartenait à cette catégorie délicate. Réparer une boîte de vitesse signifiait souvent démonter tout le bas du moteur. Pour un garage de campagne, c'était du temps, donc de l'argent. Peugeot ne voulait pas répéter cette contrainte. Le successeur devait se glisser dans une chaîne de montage rapide, se réparer dans un atelier ordinaire et se fabriquer par centaines de milliers sans faire exploser les coûts. La documentation survivante reste incomplète sur les arbitrages internes, mais la direction était claire, rationaliser. Ce successeur ne devait pas impressionner, il devait durer et coûter le moins cher possible à chaque étape de sa vie. La réponse arriva en 1986. Elle portait un nom sans poésie, moteur TU. Et dès sa conception, le TU prit une décision qui peut sembler paradoxale.
Là où le vieux moteur X utilisait un bloc en aluminium, léger mais coûteux, le TU revint à un bloc en fonte. La fonte, c'est du fer coulé. Plus lourd, moins noble, mais bien moins cher à produire et remarquablement solide. Dans un moteur destiné à des millions d'exemplaires, cette différence changeait tout. Sur ce bloc en fonte, Peugeot posa une culasse en aluminium, la culasse étant la pièce qui ferme le haut des cylindres et contient les soupapes, ces petites valves qui laissent entrer l'air et sortir les gaz. La distribution, c'est-à-dire la commande de ces soupapes, était assurée par une simple courroie crantée. Une courroie de distribution, une bande souple qui synchronise le moteur, est facile à remplacer, peu coûteuse et parfaitement dans l'esprit d'un moteur pensé pour l'entretien de proximité. Le TU était un moteur atmosphérique, un moteur qui aspire l'air naturellement, sans turbo pour le suralimenter. Rien d'exotique, rien de fragile, juste un 4 cylindres en ligne, monté en travers, conçu pour tourner longtemps. Les premières cylindrées donnèrent chez Sattler le ton. Un TU9 d'environ 954 cm3 pour les versions les plus économiques, puis un 1,1 litre, un 1,4 litre et plus tard un 1,6 litre. La cylindrée, le volume total balayé par les pistons, restait modeste, mais la famille était pensée pour se décliner à l'infini. Selon les chronologies conservées, le moteur apparut d'abord sur les petites voitures du groupe, la Citroën AX puis la Peugeot 205, avant de se répandre sous d'innombrables capots. La presse spécialisée de l'époque ne s'enflamma pas. On parlait d'un moteur sobre, honnête, sans surprise. C'était exactement l'intention. Ce choix eut des conséquences très concrètes, loin des bureaux d'études. Dans un garage indépendant, le TU devint vite un ami. La boîte de vitesse, désormais accolée au moteur et non plus enfouie sous lui, se déposait sans tout démonter. La courroie se changeait à intervalles réguliers, à un tarif que la plupart des familles pouvaient absorber. Les bougies, les durites, les pièces d'usure, tout était accessible, tout se trouvait au comptoir. Cette réparabilité n'était pas un détail technique, c'était un argument industriel et social. Un moteur facile à entretenir, c'est un moteur qui reste sur la route plus longtemps, qui coûte moins cher à son propriétaire et qui renforce la confiance d'une clientèle populaire envers la marque. Les registres de collectionneurs indiquent souvent la même chose des années plus tard. Le TU était réputé endurant, capable d'aligner des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien minimal. Cette réputation ne s'est pas construite dans la presse, elle s'est construite dans les garages, kilomètre après kilomètre, hiver après hiver. Le moteur était prêt. Il lui restait à prouver qu'un moteur volontairement ordinaire pouvait devenir, silencieusement, indispensable. Ce qui fit la force du TU ne tenait pas dans une seule prouesse. Il n'avait pas le moteur le plus puissant, ni le plus raffiné. Sa véritable percée fut ailleurs. Il devint le moteur par défaut de tout un groupe industriel. Non pas un moteur parmi d'autres, mais le cœur battant d'une gamme entière. Et cette gamme dépassait largement Peugeot. Car depuis 1976, Peugeot et Citroën appartenaient au même groupe, PSA. Le TU fut donc pensé pour équiper les deux marques à la fois. Sous le capot d'une Citroën AX comme sous celui d'une Peugeot 205, on retrouvait le même bloc en fonte, la même logique, les mêmes pièces. Pour un constructeur, cette mutualisation était une petite révolution silencieuse. Un seul moteur, développé une fois, amorti sur des millions de voitures. La clé de cette réussite tenait dans un mot, la modularité. À partir d'un même bloc, on pouvait faire varier la cylindrée en jouant sur l'alésage et la course. L'alésage étant le diamètre des cylindres, la course la distance parcourue par le piston. Du minuscule TU9 de 954 cm3 jusqu'au 1,6 litre, toute une échelle de puissance naissait d'une seule architecture. Une petite AX économique et une berline plus vive pouvaient partager le même ADN mécanique. Cette modularité changeait la vie des usines. Une seule ligne de production, quelques variantes, et l'on couvrait presque tout le bas et le milieu de gamme. Chaque moteur produit renforçait l'amortissement du précédent. C'est ainsi que naît un moteur de très grande série, non par génie isolé,
mais par répétition maîtrisée. Pour le conducteur ordinaire, cette logique restait invisible. Ce qu'il voyait, lui, c'était une voiture qui démarrait par grand froid, qui buvait peu et qui ne le trahissait pas. Le TU se contentait de faire son travail. Dans une France encore marquée par les chocs pétroliers, où le prix du carburant restait une préoccupation quotidienne, cette sobriété valait tous les discours. Il faut imaginer la scène, 1000 fois répétée à travers le pays. Un matin d'hiver, dans une cour de ferme ou sur un parking de HLM. Une 205 couverte de givre. Le conducteur tourne la clé. Le petit 4 cylindres en fond tous une fois, puis s'installe dans un ralenti régulier. Rien de spectaculaire. Juste la certitude tranquille d'un moteur qui répond présent. Cette fiabilité eut un effet que Peugeot n'avait peut-être pas totalement anticipé. Le TU ne se contenta pas de faire rouler les voitures, il fit rouler la confiance. Un jeune conducteur qui apprenait à conduire sur une AX, un artisan qui chargeait sa 205, un retraité fidèle à sa marque, tous transmettaient, sans le savoir, une même idée. Chez Peugeot et Citroën, le petit moteur tient. Techniquement, le TU accompagna aussi une transition majeure. À ses débuts, beaucoup de versions étaient alimentées par un carburateur, un dispositif mécanique qui mélange l'air et l'essence de façon approximative. Puis vint l'injection, un système qui dose le carburant avec bien plus de précision, piloté électroniquement. Ce passage du carburateur à l'injection, imposé peu à peu par les nouvelles exigences, le TU le franchit sans drame. Il était assez simple pour évoluer, assez robuste pour encaisser le changement. Autour de lui, tout un écosystème français s'organisait. Les concessionnaires Peugeot et Citroën. Les garages indépendants de chaque village. Les équipementiers qui fournissaient bougies, courroies et filtres. Les comptoirs de pièces où les références du TU devinrent parmi les plus demandées de France. Ce n'était plus seulement un moteur, c'était un standard national, une pièce d'infrastructure aussi banale qu'essentielle. Ses concurrents ne restaient pas immobiles. Chez Renault, le moteur clé en fonte, lui aussi en fonte, jouait un rôle comparable, équipant les Super 5 et les Clio des débuts. La bataille du petit moteur populaire faisait rage. Mais le TU avait pour lui l'échelle de PSA et une réputation d'endurance qui se répandait de bouche à oreille, dans les cours de garage et sur les aires d'autoroute. Peu à peu, la liste des voitures équipées s'allongea. Après la 205 et l'AX vinrent, la 106, la Citroën ZX, la Saxo, la 306, puis la 206. Chaque nouvelle génération de petites voitures françaises reposait, pour ses versions les plus vendues, sur ce même bloc en fonte né en 1986. Il faut mesurer ce que représentait cette omniprésence. Dans les années qui suivirent, le TU se déclina en une multitude de variantes internes, désignées par des codes que seuls les mécaniciens retenaient, TU9, TU1, TU3, TU5 et leurs innombrables évolutions d'injection et de dépollution. Derrière chaque code se cachait la même intention, couvrir un besoin précis, au coût le plus juste. Cette rationalisation servit aussi l'exportation. Les petites Peugeot et Citroën équipées du TU se vendaient bien au-delà des frontières françaises, en Europe du Sud, en Afrique du Nord, partout où l'on cherchait une voiture simple et endurante. Le petit moteur en fonte devenait un ambassadeur discret de l'industrie française, un produit que l'on réparait aussi bien à Marseille qu'à Casablanca. Et pourtant, malgré cette diffusion massive, le TU gardait quelque chose de profondément local. Il restait le moteur du garage du coin, celui que le mécanicien connaissait sans manuel, celui dont on trouvait les pièces le jour même. Sa grandeur n'était pas dans la performance. Elle était dans cette présence rassurante, cette manière d'être partout sans jamais se faire remarquer. Le TU avait gagné son pari le plus difficile, devenir tellement présent qu'on l'oubliait. On ne parlait pas du moteur d'une 205, on parlait de la 205. Le moteur, lui, avait disparu dans l'évidence. Mais un moteur peut être partout et rester anonyme. Or, le TU s'apprêtait à connaître un second destin, très différent. Le moteur avait trouvé sa place, il allait bientôt trouver sa voie. Pour comprendre l'apogée du TU, il faut d'abord accepter un paradoxe. Sa gloire ne fut pas d'être remarqué,
Sa gloire fut d'être partout. Dans les années 1990 et 2000, ce petit moteur en fonte devint l'un des plus répandus de toute l'industrie automobile française. Il équipait la 205 en fin de carrière, la 106 dans toutes ses versions, la 306 dans ses motorisations d'entrée de gamme, la 200S qui deviendrait l'une des Peugeot les plus vendues de l'histoire. Chez Citroën, on le retrouvait dans l'AX, la ZX, la Saxo, puis la C3 et la C2. Une même mécanique, née en 1986, traversait ainsi deux marques et plus de 2 décennies. Il faut se représenter cette échelle sur les routes départementales, dans les embouteillages parisiens, sur les parkings de supermarchés un samedi matin. Une part immense des voitures françaises cachait sous son capot le même bloc en fonte. Le TU n'était plus un moteur. Il était devenu un élément du paysage, aussi ordinaire que les platanes d'une nationale ou les panneaux d'un rond-point. Cette omniprésence avait une conséquence humaine profonde. Le TU était le moteur sur lequel des millions de Français apprenaient à conduire. Le moteur de la première voiture achetée d'occasion à 20 ans. Le moteur de l'auto-école, celui de la voiture des parents, celui de l'utilitaire du petit artisan. Il accompagnait des vies entières sans jamais réclamer d'attention. Dans les garages, il était devenu une seconde nature. Un mécanicien pouvait diagnostiquer un TU au son, changer une courroie les yeux presque fermés, trouver n'importe quelle pièce en quelques minutes. Cette familiarité créait une forme de confiance rare entre une machine et tout un métier. Le TU ne surprenait plus personne, et c'était précisément sa victoire. La 206 illustre à elle seule cette échelle vertigineuse. Lancée en 1998, elle devint un immense succès commercial, produite à des millions d'exemplaires et vendue sur presque tous les continents. Dans ses versions les plus diffusées, c'est le TU qui l'animait. Autrement dit, l'un des plus grands succès de l'histoire de Peugeot reposait, pour une large part, sur ce moteur né plus de 10 ans plus tôt pour une toute autre voiture. Rares sont les moteurs qui traversent ainsi les époques sans jamais perdre leur pertinence. Cette longévité disait quelque chose de la philosophie française du moteur populaire. On ne cherchait pas la nouveauté permanente, on cherchait la justesse, un bon moteur, perfectionné patiemment, amorti sur la durée. Le TU n'était pas un produit de mode, il était une institution mécanique, un point fixe dans un marché en mouvement constant. Car dans une France où un moteur pouvait décider de la liberté d'un jeune conducteur, de la survie économique d'un artisan, de la fidélité d'une famille à sa marque et de la confiance d'un pays entier envers son industrie, la puissance ne se mesurait pas seulement en chevaux. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, entretien, habitude et confiance. Le TU incarnait cette forme discrète et essentielle de la puissance, celle qui ne se voit pas, mais sans laquelle tout s'arrête. Et pourtant, ce moteur si sage cachait une autre facette, une facette que personne n'attendait d'un bloc conçu pour l'économie. Le TU, ce moteur de la France ordinaire, allait aussi devenir un moteur de passion. Tout commença par une idée simple. Si l'on pouvait tirer de ce petit bloc en fonte des versions économiques, pourquoi ne pas en tirer aussi des versions plus vives? La modularité qui avait fait sa force industrielle devint le terrain d'une seconde légende, celle des petites sportives françaises. La transformation passa par un détail technique décisif, le nombre de soupapes. Les versions ordinaires du TU disposaient de 8 soupapes, soit 2 par cylindre, une pour l'admission de l'air, une pour l'échappement des gaz. Mais en passant à 16 soupapes, soit 4 par cylindre, le moteur respirait bien mieux. Il pouvait avaler plus d'air, monter plus haut dans les tours et libérer une énergie que le petit bloc n'était pas censé posséder. Ce moteur 16 soupapes, décliné en versions comme le TU5G4 puis le TU5JP4 de 1,6 litres, devint le cœur d'une génération de voitures que les passionnés vénèrent encore aujourd'hui. Il y eut la Peugeot 106 GTI. Il y eut sa cousine, la Citroën Saxo VTS, mécaniquement très proche. Selon les données conservées, ces petites voitures développaient environ 120 chevaux, un chiffre modeste sur le papier, mais posé sur des caisses légères d'à peine 1 tonne. Le rapport entre la puissance et le poids
transformait tout. Là où une grosse berline devait traîner sa masse, la 106 GTI et la Saxo VTS bondissaient, vives, nerveuses, joueuses. Plus tard, le même esprit anima la Peugeot 206 GTI dans sa version d'environ 138 chevaux et la petite Citroën C2 VTS. À chaque fois, la recette restait fidèle. Un TU 16 soupapes, une caisse légère et le plaisir brut d'un moteur qui adore grimper dans les tours. Il faut aussi évoquer un cas particulier, presque mythique, la 106 Rally. Conçue dans un esprit de dépouillement total, elle misait sur la légèreté plutôt que sur la puissance brute. Selon les phases, elle reçut différentes versions du TU, dont un 1,3 litres au caractère très pointu à ses débuts. Peu d'équipement, peu de poids, un moteur qui ne donnait le meilleur qu'à au régime. C'était une école de conduite pure, sans artifice. Fermons les yeux un instant sur une scène que tant de passionnés connaissent. Le capot d'une 106 Rally ouvert dans un garage. Le petit bloc en fonte, coiffé de sa culasse 16 soupapes, presque perdu dans un compartiment moteur spartiate. On tourne la clé. Le moteur s'éveille, un peu creux à bas régime. Puis, on l'emmène vers la zone rouge. Et là, dans les derniers tours, la sonorité se tend, devient aiguë, presque rageuse. Ce cri mécanique, aucun ordinateur ne l'a jamais reproduit. C'était le chant d'un moteur ordinaire poussé dans ses derniers retranchements. Cet engouement dépassa vite le simple plaisir de conduire. Autour de ces petites sportives se forma toute une culture. Des clubs se créèrent, réunissant des propriétaires de 106 GTI, de Saxo VTS, de 205 Rally et de leurs descendantes. On échangeait des conseils, on comparait les chronos sur circuit, on transmettait un savoir de génération en génération. Le TU 16 soupape devint un langage commun entre passionnés, un point de ralliement pour toute une jeunesse qui n'avait pas les moyens des grandes sportives, mais qui voulait le frisson. Sur les circuits amateurs, dans les rassemblements du dimanche, ces voitures légères animées par le TU offraient une chose devenue rare, un plaisir accessible. Pas besoin d'une fortune pour goûter à la vivacité d'une caisse légère bien née. C'était une démocratie du plaisir mécanique, profondément française, héritée de l'esprit des petites bombes des années 80. Ce que ces petites sportives prouvaient dépassait la simple performance. Elles montraient qu'un moteur pensé pour l'économie pouvait aussi procurer de l'émotion, que la modularité du TU, né d'un calcul industriel, pouvait accoucher de véritables objets de désir, et que la France savait encore faire vibrer un pays autour d'un petit bloc en fonte, sans moteur exotique ni prix inaccessible. Il faut mesurer ce que cela signifiait. Le même bloc en fonte qui faisait démarrer une AX poussive par un matin de gel faisait aussi hurler une 106 Rally sur une route de montagne. Une seule architecture, deux mondes. D'un côté l'utilité pure, de l'autre la passion à l'état brut. Peu de moteurs, dans l'histoire de l'automobile française, ont su tenir ces deux rôles avec autant d'évidence. Le TU vivait alors deux vies à la fois. Le moteur invisible de millions de trajets ordinaires et le moteur passionné d'une jeunesse qui découvrait le plaisir de conduire pour 3 fois rien. Ce moteur avait tout pour durer. Il était partout, il était aimé, il était réparable, il était rentable. C'est précisément cette réussite totale qui allait, bientôt, se retourner contre lui. Le déclin du TU ne commença pas par une panne. Il ne commença pas par un scandale, ni par un défaut de conception. Il commença par quelque chose de bien plus insidieux. Une règle qui changeait, loin des routes et des garages, dans les bureaux de la réglementation européenne. La première fissure fut presque invisible. À mesure que les années passaient, l'Europe durcissait ses normes anti-pollution, ces normes qui fixaient la quantité de gaz nocif qu'un moteur avait le droit de rejeter. Chaque nouvelle étape, désignée par des noms comme Euro 3, Euro 4, puis Euro 5, exigeait des moteurs plus propres. Et pour un vieux moteur atmosphérique à 8 soupapes, se mettre à niveau devenait à chaque fois un peu plus coûteux. Le TU n'était pas sale par nature, mais son architecture appartenait à une autre époque. Conçu au milieu des années 1980, il avait été pensé pour la simplicité et le coût, pas pour franchir des seuils d'émission toujours plus sévères. Chaque adaptation, nouveau système d'injection,
nouveau traitement des gaz, nouvelle gestion électronique, ajoutaient de la complexité et du prix à un moteur dont toute la raison d'être avait été, justement, de rester bon marché. C'est là que se cache l'un des pièges les plus cruels de l'industrie. La force du TU, sa simplicité, devenait peu à peu sa faiblesse. Un moteur simple et facile à produire, mais difficile à rendre sophistiqué. Or, les normes exigeaient désormais de la sophistication. À cette pression réglementaire s'en ajouta une autre tout aussi lourde, la question du carburant et des émissions de CO2. Les gouvernements européens commençaient à taxer les voitures selon leur consommation et leur rejet de dioxyde de carbone. Il fallait des moteurs plus économes, capables d'afficher des chiffres toujours plus bas sur les fiches d'homologation. Et là, un handicap du TU refit surface, son poids. Car le bloc en fonte, ce choix génial de 1986 qui l'avait rendu si peu coûteux et si robuste, était aussi lourd. Le fer coûte peu, mais il pèse. Dans un monde qui traquait désormais le moindre gramme de CO2, chaque kilo comptait contre le moteur. L'aluminium, plus léger, redevenait attractif, exactement le matériau que le TU avait abandonné pour naître. Le monde avait tourné. En 1986, choisir la fonte était une décision brillante. 20 ans plus tard, ce même choix devenait un fardeau. Le moteur n'avait pas changé. Le monde autour de lui, si. Il faut bien comprendre ce que vivait alors l'industrie française. PSA ne pouvait pas simplement continuer à perfectionner indéfiniment un moteur des années 1980. Les investissements nécessaires pour maintenir le TU aux normes finissaient par coûter presque aussi cher que de concevoir un moteur entièrement neuf. Et un moteur neuf, lui, pouvait être pensé dès le départ pour les défis de l'époque, plus léger, plus propre, plus économe. La logique industrielle devenait implacable. Continuer à investir dans un moteur vieillissant, c'était retarder l'inévitable. Le TU restait fiable, aimé, connu de tous les garages de France. Mais la fiabilité et l'affection ne suffisent pas à faire vivre un moteur quand l'économie et la réglementation cessent de le soutenir. Le premier signe concret de ce basculement se lut dans les catalogues. Discrètement, les versions les plus anciennes du TU disparurent. Les moteurs à carburateur, déjà partis, certaines cylindrées retirées. Ce qui restait était de plus en plus cantonné à l'entrée de gamme, comme si le moteur reculait, pièce par pièce, vers les marges de la production. Dans les garages, on remarqua un autre changement, plus feutré. Les nouvelles voitures qui arrivaient à l'atelier n'avaient plus tout à fait la même mécanique. Des blocs plus complexes, plus électroniques, parfois turbo-compressés. Les mécaniciens habitués au TU, capables de tout réparer à l'oreille, sentaient qu'une page se tournait. La mécanique qu'ils maîtrisaient depuis 20 ans commençait à appartenir au passé. Cette lente érosion illustrait plusieurs des grandes forces qui redessinent l'industrie. La force des normes européennes et de l'homologation, d'abord, qui rendait le vieux moteur trop coûteux à mettre à jour. La force du carburant et de la consommation, ensuite, qui pénalisait son poids. Et, en arrière-plan, la force des coûts de production, qui ne cessait de comparer le prix d'un moteur ancien maintenu à flot au prix d'un moteur neuf mieux adapté. Trois pressions différentes convergeant vers une même conclusion. Il faut aussi mesurer combien ce basculement fut lent et silencieux, ce qui le rendait presque indolore sur le moment. Aucune date unique ne marqua la fin du TU. Il n'y eut pas d'annonce solennelle, pas de dernière voiture célébrée sous les projecteurs. Le moteur se retira par soustraction, version après version, marché après marché. C'est ainsi que meurent la plupart des moteurs populaires, non dans un événement, mais dans une lente disparition que personne ne remarque avant qu'elle soit consommée. Le conducteur ordinaire ne s'aperçut de rien. Il achetait une voiture neuve, plus moderne, et ne se demandait pas ce qu'était devenu le vieux bloc en fonte de sa précédente auto. Seuls les mécaniciens, les passionnés et les comptoirs de pièces sentirent le sol se dérober, doucement, sous une mécanique qu'ils croyaient éternelle. Le diagnostic était posé, silencieusement, dans les bureaux d'études. Le TU fonctionnait encore parfaitement, mais son avenir, lui, se refermait. Restait à savoir par quoi on allait le remplacer, et cette réponse allait redessiner l'identité mécanique de tout le groupe.
Le remplacement du TU se fit en deux temps, comme une marée qui monte par deux vagues successives. La première vague vint du haut. Au milieu des années 2000, PSA scella un partenariat majeur avec le constructeur allemand BMW pour développer une nouvelle famille de moteurs essence. De cette collaboration naquit le moteur dit Prince, dans sa version connue sous le code EP. Ce bloc moderne, plus léger, souvent turbo-compressé, c'est-à-dire suralimenté par un turbo qui gave le moteur en air pour lui donner plus de puissance à cylindrée réduite, visait précisément le terrain que le TU-16 soupape occupait avec fierté. Ce partenariat en disait long sur l'époque. Le moteur français ne naissait plus en solitaire, forgé pour la seule industrie nationale. Il naissait désormais en coopération, partagé entre plusieurs marques et plusieurs pays. Le même bloc équiperait des Peugeot, des Citroën, mais aussi des Mini. L'ère du moteur purement français, conçu à la maison pour les voitures de la maison, s'effaçait au profit d'une logique européenne et partagée. Pour les petites sportives, le message était clair. Les héritières des Sensi GTI et Saxo VTS ne recevraient plus le vieux TU atmosphérique qui montait si joliment dans les tours, mais un nouveau moteur turbo plus puissant, plus coupleux, mais aussi plus complexe et d'un caractère différent. Le cri aigu du TU-16 soupape appartenait déjà à une génération qui s'achevait. La seconde vague vint du bas, quelques années plus tard. Au début des années 2010, PSA lança une nouvelle famille de petits moteurs baptisés PureTech. Au cœur de cette gamme se trouvait un moteur à 3 cylindres, plus petit, plus léger, souvent turbo-compressé dans ses versions les plus vendues. Ce 3 cylindres était conçu pour une seule mission, remplacer les petits TU dans les voitures d'entrée et de milieu de gamme, tout en affichant des consommations et des émissions bien plus basses. C'était le principe du downsizing, la réduction de la taille du moteur. L'idée consistait à faire aussi bien, voire mieux, avec moins de cylindres et moins de cylindrée, en s'appuyant sur le turbo pour compenser. Sur le papier, un petit 3 cylindres turbo pouvait rivaliser avec un 4 cylindres atmosphérique plus gros, tout en consommant moins et en rejetant moins de CO2. Pour un constructeur soumis à des objectifs d'émission toujours plus stricts, l'équation était irrésistible. Ainsi, en deux mouvements, le Prince par le haut, le PureTech par le bas, le TU se retrouva encerclé. Sa raison d'être s'évaporait. Pourquoi maintenir un vieux 4 cylindres en fonte, lourd et difficile à mettre aux normes, quand deux familles de moteurs neufs couvraient désormais tout son territoire? La réponse ne se fit pas attendre. Peu à peu, sur le marché français et européen, le TU se retira. Il resta un temps sur quelques modèles d'accès, sur certains marchés moins exigeants, mais son règne domestique touchait à sa fin. Le moteur qui avait fait rouler une génération glissait doucement hors des catalogues, sans cérémonie, sans hommage. Il faut s'arrêter sur la dimension humaine et industrielle de ce retrait. Derrière chaque moteur remplacé, il y a des chaînes de montage qui changent, des savoir-faire qui se déplacent, des habitudes de réparation qui s'effacent. Les garagistes durent apprendre de nouvelles mécaniques, plus électroniques, moins tolérantes à la réparation artisanale. Le monde du moteur simple que l'on comprenait en ouvrant le capot cédait la place au monde du moteur piloté par logiciel, que l'on diagnostiquait avec une valise électronique. En arrière-plan se jouait aussi une transformation de propriété. Le groupe PSA lui-même allait connaître de profonds bouleversements, fusionnant plus tard avec d'autres constructeurs pour former un vaste ensemble industriel mondial. Dans ces grands groupes, l'identité mécanique d'une marque se dilue. Les moteurs deviennent des composants partagés entre des dizaines de modèles et de nationalités. Le logo Peugeot restait sur les voitures, mais l'idée d'un moteur spécifiquement français, forgé pour une clientèle française, appartenait déjà à un monde ancien. Le diesel populaire suivait, au même moment, une trajectoire parallèle et douloureuse, sa confiance ébranlée par les débats sur la pollution. Toute une manière française de motoriser les voitures ordinaires, simples, économiques, mécaniques, entraient ensemble dans le crépuscule. Le TU n'était que l'un des visages de cette fin d'époque. Ce qui disparaissait n'était pas seulement un moteur, c'était une certaine idée de la voiture française.
L'idée qu'un moteur pouvait être volontairement simple, réparable dans n'importe quel garage, compréhensible par un mécanicien sans ordinateur, et pourtant parfaitement suffisant pour des millions de trajets. Cette philosophie du juste nécessaire, née des contraintes économiques des années 1980, cédait devant une logique nouvelle, celle de la performance environnementale, de la complexité électronique et des économies d'échelle mondiale. Il ne s'agit pas de dire que le changement était mauvais. Les moteurs qui remplacèrent le TU étaient plus propres, plus économes, souvent plus puissants. La réglementation qui poussa à cette transition répondait à des enjeux réels de qualité de l'air et de climat. Mais il faut reconnaître ce que le progrès emporta au passage. Une forme de simplicité mécanique, une proximité entre l'homme et la machine, une autonomie du réparateur face au moteur. Le TU appartenait à un monde où l'on pouvait encore comprendre entièrement ce qui se trouvait sous le capot. Ce monde ne fut pas détruit par un rival plus fort. Il fut rendu obsolète par un ensemble de forces convergentes, les normes, les coûts, les partenariats industriels, la mondialisation des plateformes et, plus tard, la perspective de l'électrification. Le TU ne perdit pas un combat, il perdit le monde qui l'avait rendu nécessaire. Alors, le TU s'éteignit comme il avait vécu, sans bruit. Le moteur tournait encore. Les normes se durcirent. Le turbo devint la règle. Le partenariat remplaça le savoir-faire maison. La fonte devint trop lourde. Les catalogues se refermèrent. La gamme changea de logique. Le petit atmosphérique s'effaça. Le logo resta sur le capot. Le monde qui l'avait fait naître avait déjà disparu. Mais un moteur produit à ce point, aimé à ce point, ne s'efface jamais tout à fait. Retiré des catalogues français, le TU n'avait pas encore fini de tourner. Voici le secret que peu de gens connaissent. Alors même que le TU disparaissait des routes françaises, il continuait de tourner ailleurs. À des milliers de kilomètres de Sochaux, dans d'autres pays, sa carrière se prolongeait. En Iran notamment, le constructeur Iran Khodro produisit la Peugeot 206 et ses dérivés pendant de longues années, avec des motorisations issues de la famille TU. Le petit bloc français, jugé dépassé en Europe, restait parfaitement adapté à des marchés où la simplicité, la robustesse et la facilité de réparation gardaient toute leur valeur. Le moteur fonctionnait encore. C'était le monde français autour de lui qui avait avancé. Cette seconde vie dit une vérité profonde sur les moteurs populaires. Ils ne meurent pas d'un défaut. Ils meurent d'un changement de contexte. Déplacé dans un autre pays, un autre marché, le même moteur redevenait pertinent, utile, moderne à sa manière. La fonte lourde n'était plus un handicap là où l'on cherchait avant tout un moteur increvable. Mais c'est en France que sa mémoire est la plus vivante. Car un moteur, produit à ce point, ne disparaît jamais complètement. Il se réfugie dans les garages, les clubs, les collections, les mains des passionnés. Aujourd'hui, toute une culture de préservation entoure le TU et ses voitures. Les clubs dédiés à la 106 Rally, à la Saxo VTS, à la 106 GTI rassemblent des passionnés qui restaurent, entretiennent et font rouler ces petites sportives. Sur les circuits amateurs, lors des rassemblements du dimanche, on entend encore le cri aigu du TU-16 soupape grimper vers la zone rouge. Dans des ateliers spécialisés, des mécaniciens continuent de connaître ce moteur par cœur, de trouver ou refabriquer les pièces, de transmettre un savoir qui, sans eux, se perdrait. Et voici le retournement le plus savoureux. Ce moteur que l'on jugeait banal, ordinaire, sans prestige, est aujourd'hui recherché. Les petites sportives équipées du TU, autrefois accessibles à n'importe quel jeune conducteur, sont devenues des objets de collection. Les belles 106 GTI, les Saxo VTS d'origine, les 106 Rally préservés, voient leur cote grimper. Le moteur invisible est devenu, avec le temps, un moteur désirable. La banalité d'hier est la rareté d'aujourd'hui. Alors, pourquoi cet héritage compte-t-il vraiment? Ce n'est pas seulement de la nostalgie. Un bloc TU posé sur l'établi d'un garage de province est un argument physique sur une époque. Une époque où la France croyait qu'un moteur pouvait être simple, réparable, économique et pourtant parfaitement suffisant. Une époque où l'on comprenait ce qu'il y avait sous le capot,
où l'on pouvait réparer soi-même, où la machine restait à au moins hauteur d'homme. Le TU raconte une certaine idée de l'industrie française populaire, non pas celle des moteurs d'exception, des V12 de course ou des turbines d'hélicoptères, mais celle, plus humble et peut-être plus essentielle, du moteur du quotidien, celui qui ne fait pas rêver dans les magazines, mais qui fait rouler un pays chaque matin, celui qui apprend à conduire à des millions de gens, celui qui accompagne les vies ordinaires sans jamais réclamer de gloire. Sa disparition raconte, elle aussi, quelque chose d'important. Elle montre comment un objet peut rester bon tout en devenant inadapté, comment la réglementation, les coûts et la mondialisation peuvent effacer une mécanique qui fonctionnait encore parfaitement, comment le progrès, réel et nécessaire, emporte parfois avec lui des choses précieuses que l'on ne mesure qu'une fois disparues, la simplicité, la réparabilité, la proximité entre l'homme et la machine. Il faut aussi penser à ceux qui l'ont fabriqué. Derrière chaque bloc TU, il y avait des ouvriers sur les chaînes, des ingénieurs dans les bureaux d'études, des fondeurs qui coulettent le métal, des techniciens sur les bancs, d'essais. Toute une chaîne humaine, patiente et méconnue, qui a permis à ce moteur d'exister par millions. Quand une famille de moteurs s'éteint, c'est aussi une part de ses savoir-faire qui se déplace, se transforme ou disparaît. Les gestes appris sur le TU ont formé des générations de mécaniciens français, et beaucoup de ces gestes vivent encore, transmis dans les ateliers et les clubs. C'est peut-être cela, le véritable héritage d'un moteur populaire. Non pas le métal lui-même, mais tout ce que ce métal a rendu possible. Des trajets, des métiers, des passions, des souvenirs. Le TU n'a pas gagné de championnat du monde. Il n'a pas battu de record. Il a fait mieux, à sa manière. Il a été là, fidèle, pendant plus de 20 ans, sous des millions de capots, dans la vie de tout un pays. Alors, quelque part en France, dans un garage de campagne au petit matin, un vieux bloc TU repose encore sur un établi. La fonte est marquée par les années, striée de traces d'huile et de poussière. À côté, une courroie de distribution neuve attend d'être montée. Le compartiment moteur d'une sensi patiente, capot ouvert dans la lumière grise. Un mécanicien s'approche, une clé à la main, avec ses gestes précis qu'il répète depuis 30 ans. Bientôt, le petit moteur en fonte toussera une fois, puis s'installera dans son ralenti tranquille, ce bruit ordinaire que la France moderne n'a plus besoin d'entendre chaque matin, mais que certains, encore, refusent de laisser s'éteindre. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ces récits des moteurs français que le temps a laissés derrière lui. Partagez-la avec ceux qui ont grandi au son de ces moteurs. Et dites-nous en commentaire quel moteur français oublié vous aimeriez voir raconté ici. À la prochaine histoire.